Bonjour à tous et bienvenue à ce 30e numéro du webinaire mensuel de la FSP, Polycritique. Je suis Christophe Jaffrelot, vous ne me voyez pas en raison d'une panne de Wi-Fi, mais c'est bien moi et je vais, dans la mesure du possible, animer cette nouvelle édition de notre webinaire consacrée à la communauté internationale et Gaza. C'est le titre que nous lui avons donné. La situation à Gaza suscite de plus en plus de réactions de la part de ce que l'on appelle la communauté internationale, une fiction utile. Et on s'efforcera aujourd'hui de décrypter l'attitude d'instances multilatérales, à commencer par les instances onusiennes, de la Cour internationale de justice, et puis la politique d'États clés, tels que bien sûr les États-Unis et la France, l'Allemagne, les Européens en général, ainsi, dans la mesure de nos moyens, des pays de la région. Et lorsque nous aurons accompli ce tour d'horizon grâce aux experts en la matière que je vais vous présenter dans une minute, eh bien, nous pourrons aussi essayer de répondre à vos questions. En tout cas, ils et elles pourront essayer de répondre à vos questions, puisque, comme vous le savez, dans ces webinaires, nous consacrons une demi-heure, les 30 dernières minutes, à une session de questions-réponses. Alors, nous avons la chance aujourd'hui pour cette question, la communauté internationale et Gaza, d'avoir parmi nous, dans l'ordre alphabétique, Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Open Society of Israel à Ramallah, Julia Grignon, directrice scientifique de l'IRSEM et professeure de droit international à l'Université de Laval au Québec, Frédéric Ramel, professeur de sciences politiques au CERI à Sciences Po, et Tara Verma, chercheuse invitée à la Brookings Institution, Center on the United States and Europe, et qui nous a donc rejoints depuis Washington. Tous les quatre vont tour à tour et puis ensemble éclairer chacun et chacune avec sa spécialité, son expertise, cette question. Et je me tourne tout d'abord vers Julia pour que l'on décrypte au préalable, ou en premier plutôt, la procédure engagée par la Cour internationale de justice qui a maintenant plusieurs mois et dont il est très important de suivre l'évolution et puis de comprendre la signification. Julia. Merci beaucoup. Merci également de m'avoir conviée à ce webinaire. Je suis très heureuse d'engager la discussion avec des tenants d'autres disciplines sur cette situation et de voir comment le droit s'intègre justement dans la réaction de la communauté internationale. Et alors donc, dans les premières minutes qui me sont allouées pour offrir une sorte de cadrage sur la situation de la Cour internationale de justice. Je vais dans un premier temps peut-être enfoncer quelques portes ouvertes pour quelques-uns des participants pour rappeler qu'est-ce que c'est que cette Cour internationale de justice et puis ensuite resituer les affaires qui sont devant la Cour internationale de justice parce qu'en réalité, il n'y en a pas une, mais il y en a trois. Et là aussi, chacune est distincte et produit des effets différents. Alors, en ce qui concerne la Cour internationale de justice, c'est une cour qui fait partie intégrante de l'Organisation des Nations Unies. C'est même l'un de ses principaux organes. C'est une juridiction permanente à compétence générale et qui siège à La Haye. C'est donc un organe judiciaire, c'est l'organe judiciaire principal des Nations Unies et son statut est annexé à la Charte des Nations Unies. Donc, c'est véritablement une juridiction qui fait partie intégrante des Nations Unies. Je passe très vite sur ses attributions, mais il y a quand même quelques éléments qui sont importants et qui, je crois, sont importants dans la discussion qu'on va avoir maintenant dans la prochaine heure et demie. Premièrement, c'est sa composition. Elle est composée à la fois de juges permanents. Il y a 15 juges permanents qui sont des magistrats indépendants qui sont nommés selon certaines procédures par les États, mais qui ne représentent pas les États qui les nomment. Ça répond à une répartition géographique équitable qui est la répartition géographique agréée au sein des Nations Unies. Et puis, il peut y avoir des juges ad hoc. Ce sont des juges qui sont nommés par les parties à une affaire lorsqu'ils n'ont pas eux-mêmes un juge qui les représente de manière permanente au sein de la Cour. Et puis, cette Cour, elle a deux compétences principales. Une compétence contentieuse, donc trancher un litige entre des États, et elle a une compétence consultative, c'est-à-dire répondre à une question de droit qui peut lui être posée. Et là, dans sa compétence contentieuse, la Cour, elle peut uniquement être saisie par des États.
Ça, c'est très important. On parle ici d'une cour qui recherche la responsabilité des États. Il n'est pas du tout question de chercher la responsabilité individuelle des personnes qui s'impliquent dans la situation qui nous occupe aujourd'hui, la situation à Gaza, mais c'est véritablement le comportement des États qui est observé là, et uniquement si les parties y consentent. Et dans la procédure contentieuse, la Cour va rendre un arrêt qui va être obligatoire et définitif pour les parties. Et avant de rendre un arrêt sur le fond, la Cour, elle a la possibilité d'indiquer des mesures conservatoires aux États par le biais d'ordonnances. Et elle peut le faire si elle est convaincue de l'imminence d'un préjudice irréparable, si elle pense qu'il y a un risque d'aggravation du différend et s'il y a un caractère plausible des droits revendiqués. Et probablement, si vous avez suivi l'actualité, il y a des termes ici que je viens de prononcer qui ont été récurrents dans le débat, notamment sur le caractère plausible des droits revendiqués. Et ensuite, sa compétence consultative, comme je l'ai dit, il s'agit pour la Cour de répondre à une question qui lui est posée, et cette question ne peut lui être posée que par les organisations internationales et non pas par les États. Ça peut être l'Assemblée générale des Nations unies, le Conseil de sécurité des Nations unies ou toute autre institution spécialisée qui aurait été autorisée par l'Assemblée générale. Et dans ce cadre-là, la Cour va rendre non pas un arrêt, mais un avis, c'est-à-dire elle va se prononcer sur cette question, mais ça n'est pas un acte juridictionnel qui donc n'a pas un caractère obligatoire. Il s'agit en fait de poser un constat sur le droit en vigueur, sur la question qui lui est posée. Donc une fois qu'on a rappelé ça en quelques minutes, voyons maintenant sur la situation à Gaza, comment la Cour est mobilisée. Alors je vais le prendre dans un ordre antéchronologique. La dernière affaire dont on a parlé, c'est l'affaire Nicaragua contre Allemagne, sur des manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au territoire palestinien occupé de la part de l'Allemagne, en raison d'une possible violation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, notamment parce que le Nicaragua considère que les ventes d'armes par l'Allemagne à Israël sont susceptibles de participer à des violations graves du droit international et éventuellement un génocide. Et de la même manière, le Nicaragua demande à la Cour que l'Allemagne rétablisse son soutien et son financement à l'UNRWA, qui est donc une agence spécialisée pour les droits des Palestiniens, et que donc cette agence puisse continuer à fonctionner. Donc voilà, très grosso modo, on pourra y revenir s'il y a des questions évidemment, mais ça c'est l'une des procédures actuellement devant la Cour. Ensuite, il y a celle dont on a le plus parlé, je crois, qui est Afrique du Sud contre Israël. Et là, c'est la requête introduite par l'Afrique du Sud sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et qui demande à la Cour d'indiquer des mesures conservatoires pour justement prévenir ce risque de génocide. Et donc, il y a eu le 26 janvier une première décision de la Cour qui indique des mesures conservatoires parce qu'elle constate qu'il y a un risque plausible de porter atteinte aux droits des Palestiniens sur la base de cette Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et elle demande à Israël de prendre un certain nombre de mesures pour prévenir et punir la commission d'actes de génocide ainsi que leur incitation. Et elle demande également à ce qu'on permette à l'aide humanitaire de rentrer sur le territoire. Et puis, le 28 mars dernier, dans la même affaire, la Cour, parce qu'elle constate qu'il y a un risque avéré de famine, adopte des mesures conservatoires supplémentaires et elle enjoint à Israël de laisser passer les agences humanitaires de base et qui sont requis de toute urgence pour la population palestinienne. Et puis, pour conclure, nous avons une requête pour avis consultatif. Et donc là, c'est l'autre versant des compétences de la Cour. Et cette demande d'avis s'intitule Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Et là, en quelque sorte, il y a un télescopage de calendrier parce qu'en réalité, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté sa résolution dans laquelle elle pose la question à la Cour le 30 décembre 2022. Donc, on est plus d'un an en arrière et bien avant les attaques du 7 octobre. Et les audiences publiques relativement à cet avis consultatif se sont tenues en février 2024, le 26 février. Donc, on a là aussi parlé de l'action de la CIJ vis-à-vis de la bande de Gaza, mais en raison donc, de cet avis consultatif demandé il y a bien longtemps. Et on en a parlé parce que deux questions sont posées à la Cour. La première, c'est celle de savoir quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongée du territoire palestinien depuis 1967. La deuxième question, c'est quelle incidence les politiques et pratiques d'Israël
ont sur le statut juridique de l'occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà 2 questions à la Cour, qui sont posées à la Cour pour qu'elle émette un avis consultatif. Et ce qui est très intéressant, et je conclus avec ça, c'est qu'une cinquantaine, d'États et d'organisations internationales ont demandé à pouvoir s'exprimer devant la Cour pour donner leur avis sur ces questions. Et donc, c'est ce qu'on a vu le 26 février 2024. On a eu, tous ces États qui ont pris la parole et c'était, relayé en direct sur la, chaîne des Nations Unies et donc on a pu suivre quel était l'argumentaire de chacun des États sur cette question. Voilà ce que je peux dire pour camper le décor juridique sur la situation actuelle. Merci beaucoup de l'avoir fait de façon aussi complète, de façon aussi pédagogique et de nous avoir rappelé des choses, mais de nous en avoir appris aussi bien d'autres. J'aimerais me tourner maintenant vers Denis simplement pour avoir sa réaction en quelques mots quant à la façon dont en Israël cette procédure est vécue, est perçue. Alors, merci beaucoup et merci Julia. Et sur la base de ce que vous avez dit, je vais essayer voilà, de définir quelle a été l'attitude du gouvernement d'une part, mais également de l'opinion publique en général. Et puisque vous avez bien fait la distinction entre les deux, je laisse de côté celle qui concerne l'Allemagne, Israël est moins concerné, si j'ose dire, même s'il s'agissait de vente d'armes à Israël. Je dirais que ce qui est assez frappant, c'est, et on pourra bien sûr l'expliquer facilement, c'est l'importance qu'on a accordée à ce débat sur le risque de génocide. Et je pense que ça s'explique par le fait que c'est le mot de génocide employé qui, bien entendu, soulève le cœur de l'opinion juive en Israël, parce que, voilà, pour elle, le génocide, c'est moins de catégorie juridique qu'un événement historique qui a qui a atteint le nombre de 6 millions, et que qu'on soit sur 20 000, 30 000, voire 40 000 ou 50 000, comment on peut employer le même terme? Voilà quelle était la réaction, je dirais, du béotien, de ceux qui ne font pas la distinction entre la catégorie juridique et la catégorie, je dirais, historique et empirique, c'est-à-dire celle qui a été vécue, puisqu'il reste encore beaucoup, alors il n'y a plus beaucoup de rescapés, mais il y a quand même des deuxième et des troisième générations par centaines de milliers, voire millions. Et donc, ce qui est intéressant, donc, on peut expliquer pourquoi il y a eu un intérêt énorme sur cet aspect-là, enfin sur cette question-là, alors que la seconde, et je ne crois pas que ça s'explique à cause du fait que là, il s'agit d'un avis seulement, il y a eu un désintérêt assez significatif, alors que, je dirais là, de mon point de vue, je dirais que c'est celle-là la question la plus importante. Parce que décréter que l'occupation, qui est quelque chose de légal, mais dire elle doit avoir un caractère temporaire. Or, au vu des projets, des plans, de la colonisation, des déclarations, on n'est plus dans une occupation temporaire, on n'est plus dans une perspective de négociation, mais dans quelque chose qui serait de l'ordre du définitif. Alors là, effectivement, même si ce n'est qu'un avis, les conséquences en termes des relations diplomatiques des pays concernés, si effectivement l'avis estime que c'est une occupation permanente, donc elle devient illégale, là, je dirais qu'on sentira beaucoup plus le résultat, les conséquences, plutôt que dans le premier cas où, alors je dirais qu'il y a eu une sorte de soulagement. Alors d'abord parce qu'il faut le rappeler, hein, ce qui était demandé par l'Afrique du Sud, c'était que la Cour internationale de justice se prononce sur un cessez-le-feu, un arrêt définitif des combats, comme ça a été pour Poutine et la Russie. Or, ça n'a pas été obtenu et c'est apparu, ça a été interprété, je dirais, un peu dans une perspective du verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Ben, dans le verre à moitié plein, c'était, voilà, l'Afrique du Sud n'a pas été entendue. Alors, il y a eu aussi, il faut peut-être, et c'est le dernier point peut-être que j'ajouterais, vous avez parlé effectivement, Julia, de la présence des juges ad hoc. Et parmi les juges ad hoc, il y avait donc Aaron Barak, dont je dirais qu'il est le géant en Israël de la révolution constitutionnelle. Enfin, c'est une figure internationalement connue. Beaucoup, d'ailleurs, ont dit que les juges permanents, beaucoup ont été des élèves d'Aaron Barak. S'ils ne l'ont pas été directement, ils ont lu du Aaron Barak.
Donc, il y avait quelque chose d'assez troublant, d'assez émouvant. Or, ce qui a beaucoup fait l'objet du débat en Israël après la publication des mesures conservatoires, c'est le fait que sur les six mesures, dont la dernière consiste à faire un rapport sur les 5 premières, hein, eh bien, Aaron Barak n'a pas a voté avec la Cour concernant la diffamation, enfin l'enquête sur tout ce qui est incitatif à un génocide et sur l'aide humanitaire. Et alors beaucoup ont pensé que voilà, Aaron Barak ne s'est pas a osé se mettre du côté des 15 juges, au moins sur ces 2 affaires-là. Or, il faut bien comprendre, et après ça a été expliqué par notamment des juristes, des professeurs de droit, etc., pour dire attention, quand ils votent avec les autres juges, c'est qu'en fait, c'est une manière de faire confiance aux autorités judiciaires israéliennes en disant, si vous vous en occupez, à ce moment-là, on en est dispensé. C'est-à-dire, c'est pas tant qu'il a rejoint l'avis des autres juges plutôt que de dire oui, il faut qu'Israël s'occupe et enquête et prévienne, parce qu'à ce moment-là, c'est rétablir entre la Cour internationale de justice et Israël un certain dialogue, puisque c'est une manière de dire nous vous faisons confiance, puisque vous êtes une justice indépendante. Et le dernier mot que je dirais, à propos de cette justice indépendante, je dirais que ce qui a été beaucoup souligné, mais dans une perspective plus intérieure et moins extérieure, c'est que c'est la revanche de tout ce qui s'est passé en Israël au printemps et à l'été, c'est-à-dire la révolte contre la mise en cause de l'autorité de la Cour suprême. Et on s'est même dit en Israël que si toutes ces lois avaient été déjà entérinées, je vous rappelle qu'au départ, c'était censé se faire en 2-3 mois, c'est la pression qui a empêché de le faire, eh bien, on aurait pu considérer qu'Israël n'a plus de justice indépendante. Et donc, l'ironie du sort, c'est que d'une part, ce soit Netanyahou qui est nommé Aaron Barak pour représenter, alors que c'est son ennemi juré sur le plan des convictions entre un Israël libéral et démocratique et un Israël ultra-conservateur et illibéral. Et d'autre part, voilà, c'est effectivement rappeler l'importance de l'indépendance de la justice israélienne comme leçon à tirer de ce qui est arrivé. Mais globalement, dans l'opinion, pour revenir à l'opinion, avant que n'ait lieu l'événement, ça a été un tollé, ça a été vécu comme quelque chose d'insupportable et d'inadmissible d'Ayatollah pour dire les choses assez vite, l'antisémitisme de la Cour internationale de justice, alors que bien entendu, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'après, on a eu tendance je dirais, à estimer que voilà, ça montre que le biais du monde entier contre Israël, et en même temps en étant capable de discerner ce qui avait été fait, et surtout, encore une fois, le fait que les mesures n'ont pas été les mesures qu'attendait l'Afrique du Sud. De ce point de vue-là, on parle de risque de génocide, on n'a pas dit qu'un génocide avait été commis jusqu'au moment de l'arrêt, et donc Israël s'en sortirait un peu mieux, à ceci près qu'en termes d'image, qu'on le veuille ou non, on associe aujourd'hui Israël à ça, parce qu'il faut bien le dire que dans le débat polémique qui existe dans le monde, peu emploient l'expression de risque des génocides, et la plupart hostiles à Israël emploient l'expression de génocide en cours, ce que n'a pas dit la Cour internationale de justice. Merci Denis, et merci de montrer l'articulation entre les dynamiques intérieures, internes à Israël, et puis cette scène internationale. On suivra bien sûr l'avis, on verra quel sera l'avis finalement rendu, et puis les réactions à la fois en Israël et en dehors. Nous quittons maintenant, même si c'est temporairement, le domaine du droit pour celui de la politique internationale dans une perspective entre guillemets plus pure, mais nous restons dans le dispositif onusien parce que c'est à Frédéric Ramel maintenant que je pose la question de comment analyser, comment décrypter l'attitude d'instances multilatérales aussi importantes que le Conseil de sécurité. Quel bilan faire de la façon dont ces instances, ces organes ont géré la crise de Gaza?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Christophe. Un premier élément de réponse, ça serait dans le prolongement de la présentation que fait Agnès Calamard cette semaine du rapport d'Amnesty International, c'est de dire que c'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on revient, c'est le terme qu'elle a employé, retour vers le futur, on revient à un contexte qui est ante 48, c'est-à-dire que les Nations Unies n'ont pas été capables d'éviter ce désastre qui est à la fois politique et humanitaire. Mais j'ai envie, moi, de prendre le contre-pied, si vous me le permettez, et de mettre en avant peut-être 3 dynamiques qui invitent à identifier quelques éléments de transformation ou de changement, certes à petits pas, mais qu'on peut quand même repérer. Le premier, il est au Conseil de sécurité. Classiquement, les États-Unis ont toujours une tradition de veto lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts de l'allié israélien. Or, ce qui est intéressant de noter sur 2 résolutions récentes, c'est qu'il y a une forme d'isolement des États-Unis. Je commencerai tout d'abord par celle du cessez-le-feu qu'a évoqué Denis il y a un instant, une résolution qui a été votée le 25 mars pour un cessez-le-feu immédiat dans la période du Ramadan et qu'on invite à être plus durable ensuite. Je ne vais pas revenir ici sur les questions de mise en œuvre de la résolution, mais c'est le travail interne des membres du Conseil de sécurité qui me semble extrêmement intéressant. Cette résolution, elle tient à la mobilisation des 10 membres non permanents. Si ces 10 membres non permanents n'avaient pas été aussi incisifs, se soient mobilisés et appuyés sur, évidemment, les groupes régionaux, ils agissaient aussi au nom des groupes régionaux, cette résolution ne serait pas passée. Et cette résolution qui a abouti à une abstention américaine, qui évitait de mettre un 4e veto concernant cette résolution, concernant le cessez-le-feu, est à mon sens assez intéressante. Une deuxième résolution, c'est celle du 18 avril sur la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre. Alors, c'est une résolution qui n'a pas eu gain de cause, dans le sens où, là, à nouveau, il y a eu un veto américain et une abstention, et du Royaume-Uni et de la Suisse. Mais là encore, chose assez intéressante, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en 2011, où il y avait à nouveau au Conseil de sécurité cette question de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État membre. Là, il y a un isolement américain. Isolement parce qu'il y a une nette majorité de tous les autres qui sont favorables à cet accueil et cette reconnaissance politique de la Palestine, et y compris des États très proches des États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, en tant que membre non permanent, plus la France, n'ont pas hésité à prendre le contre-pied de la position américaine. Deuxième indice ou deuxième tendance de transformation ou pas forcément de changement, mais de considérer que ce qui se passe aux Nations Unies, on a tendance à focaliser sur le Conseil de sécurité, ce qui est juste, puisque, eu égard à la charte, c'est le Conseil de sécurité qui a la responsabilité principale en matière de sécurité. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur l'énergie normative de l'Assemblée générale, qui est très présente. Elle vote des résolutions. Elle l'a fait pour l'Ukraine, elle le fait aussi pour la situation à Gaza, concernant le cessez-le-feu en décembre 23, et aussi, chose assez intéressante du point de vue de la vie onusienne, grâce d'ailleurs à une proposition du Liechtenstein il y a de cela quelques années. Maintenant, on a une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui demande aux membres permanents qui utiliseraient le veto pour une résolution au Conseil de sécurité de venir devant l'Assemblée générale et d'expliciter et de justifier les raisons pour lesquelles ces États permanents ont utilisé ce droit de veto. Alors évidemment, ce n'est pas ici s'exposer éventuellement à une forme de sanction devant l'Assemblée générale, mais c'est assez intéressant de montrer que la question de la légitimation du recours au veto, aujourd'hui, doit se faire devant l'enceinte plénière des Nations Unies. Et puis, il y a un troisième élément que j'aimerais mentionner, parce que là aussi, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain, en disant les Nations Unies ne font rien, c'est le multilatéralisme social. Qu'est-ce que j'entends par multilatéralisme social? C'est-à-dire qu'il y a le multilatéralisme intergouvernemental qui traite de la high politics, des enjeux politico-militaires et politico-stratégiques. Mais il y a aussi toute l'action menée en vue d'améliorer les conditions sociales et économiques d'existence des individus ordinaires. Et là, il me semble assez important de voir que, d'une part, des instances onusiennes restent particulièrement impliquées en
en la matière. Je pense à la FAO qui a lutté contre le risque imminent de la famine en portant une attention aux animaux et à l'élevage. Il y a plus de 1500 tonnes de nourriture qui ont été fournies pour 2500 familles d'éleveurs. Il ne faut pas non plus sous-estimer cette dimension. Et deuxième point, il y a évidemment l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, qui s'est invité finalement dans les questions politico-stratégiques. L'UNRWA, qui est en fait une vieille agence des Nations Unies qui a été créée dès 1949, et Julia a exposé la mise sur agenda juridictionnel de cette question de la guerre entre le Hamas et Israël, mais il y a eu un point de convergence au moment où, en effet, le dépôt de la plainte sud-africaine a été réalisé. Au même moment, Israël a commencé à fournir un certain nombre de critiques à l'égard de certains salariés de l'UNRWA, 12 salariés pour être précis. Il y a à l'heure actuelle, à la suite de ces allégations, des enquêtes qui sont en cours, dont nous n'avons pas encore les résultats, mais parallèlement à cela, l'UNRWA a été largement discrédité par Israël. Ça a entraîné d'ailleurs une décision sur laquelle d'ailleurs Biden n'est pas revenu ces dernières semaines, c'est-à-dire la fin des contributions financières à l'UNRWA, en sachant que les États-Unis sont l'un des plus gros contributeurs avec l'Allemagne, l'Union européenne, la Suède et la Norvège. Et un rapport a été diligenté auprès de l'ex-ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Elle vient de rendre, ce groupe présidé par Catherine Colonna vient de rendre ses conclusions qui montrent en fait que l'UNRWA joue encore un rôle vital pour l'aide humanitaire. Il faut savoir que si avant le 7 octobre, il y avait 500 camions qui circulaient et qui accédaient quotidiennement à l'enceinte, à l'enclave, aujourd'hui les moyennes c'est de 150 environ, et que avant d'ailleurs le 7 octobre, il y avait déjà apparemment 80% de la population gazaoui qui vivait sous le seuil de pauvreté, que l'UNRWA jouait un rôle fondamental en la matière. Eh bien, dans ce rapport, on souligne que l'UNRWA joue encore un rôle vital, qu'elle a des dispositifs pour garantir la neutralité, que des procédures existent, mais que ces procédures sont malheureusement insuffisantes du point de vue de leur implémentation en raison des moyens qui sont alloués à l'UNRWA. Dans le rapport, il est indiqué que depuis finalement 87, il y a 3 membres qui constituent le département d'éthique situé à Amman. C'est trop peu pour assurer justement la circulation de l'information concernant les salariés. Et évidemment, il y a la question des contributions financières. Peut-être qu'on reviendra dans la discussion sur le rôle de l'UNRWA, qui s'est, je répète, invité au débat plus high politics, mais qui pourtant joue un rôle aussi fondamental du point de vue du multilatéralisme social. Donc, ce que je voulais ici mentionner, c'est qu'en effet, ce qui se passe à Gaza condense tous les enjeux actuels du multilatéralisme qui est extrêmement critiqué. Il y a un malaise très profond du multilatéralisme sur lequel on pourra éventuellement revenir dans la discussion, mais qu'il y a aussi un certain nombre de dynamiques qui méritent en fait d'être plus visibilisées. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, malaise dans le multilatéralisme, Gaza a comme un effet de loupe sur ce malaise et permet de voir des dynamiques qui, espérons-le, se prolongeront pour que ce malaise se réduise. Alors, Frédéric, tu as évoqué l'isolement des États-Unis au Conseil de sécurité du fait non seulement de membres non permanents, mais aussi de membres permanents. C'est maintenant aux États-Unis qu'on va consacrer cet exercice de décryptage grâce à Tara qui y réside, qui est à Washington, qui nous parle de Washington et qui a évidemment suivi l'évolution relative de la position américaine et qui ne s'explique certainement pas seulement à partir de l'isolement dont vient de parler Frédéric, mais par d'autres raisons, y compris politiques, électorales, bien sûr. Tara, c'est à vous maintenant. Merci beaucoup Christophe et merci à l'AFS, je suis ravie d'être là. Moi, je voulais faire 3 points un peu rapides. Commencer par effectivement les origines de la politique américaine et
et la manière dont cette administration Biden est arrivée à la suite de Trump, avec une volonté quand même de transformer un peu le système international. Ensuite, me tourner sur les enjeux de politique intérieure qui ont des répercussions. En fait, la crise à Gaza a des répercussions sur cette campagne d'une manière assez inédite. Et enfin, terminer sur la traduction concrète aujourd'hui de ce grand débat de politique intérieure-extérieure aux États-Unis, donc des manifestations, des sit-ins, des blocages d'universités, mais voilà, qui représente vraiment un changement de paradigme, je pense, un peu. Donc, je commence par le début. Et alors, j'encouragerais tous nos spectateurs à lire ce papier de Jake Sullivan, donc le conseiller à la sécurité nationale, qui a publié dans la revue de référence Foreign Affairs un article en octobre qui s'intitule The Sources of American Power, donc les sources de la puissance américaine. Je précise qu'une première version de cet article est publiée le 2 octobre, donc 5 jours avant les attaques du 7 octobre. C'est un très long article de 7000 mots où vraiment il décrit toutes les ambitions de cette administration Biden, et il est conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, mais c'est vraiment la personne qui incarne les priorités de politique étrangère de l'administration aujourd'hui. Il écrit régulièrement dans ce genre de revue, il le faisait avant d'être conseiller à la sécurité nationale, mais ça reste un moment, une manière pour lui de transmettre ses idées, et cet article est très long. Il parle beaucoup de la compétition avec la Chine, de la compétition stratégique avec la Chine et de la gestion de cette compétition. Le Moyen-Orient, dans l'article originel, est à peine mentionné, et notamment avec cette phrase qui est dramatique à lire a posteriori, où il dit « Malgré des problèmes pérennes, le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme depuis des décennies ». Et donc ça, c'est le 2 octobre. Il y a une version en ligne et une version papier de cette revue qui sont publiées. Évidemment, il demande une rétractation et a changé le papier. Donc, une nouvelle version du papier est disponible le 24 octobre. Encore une fois, je vous invite à lire les deux versions. Elles sont disponibles sur le site et c'est vraiment intéressant de les comparer. Parce que je crois que c'était sa conviction profonde qu'en gros, le Moyen-Orient était réglé, qu'il n'y avait pas besoin de s'y consacrer davantage. Et donc, on sent que le 7 octobre, évidemment, est un choc fondamental pour les Américains, pour les Israéliens, mais notamment pour Jake Sullivan, parce qu'il a beaucoup de questions qui lui sont posées à la suite de cela. Et très vite, il dit, mais en fait, c'est une erreur du renseignement israélien et pas du tout du renseignement américain. Vous ne pouvez pas faire porter le fait de ne pas avoir vu cette attaque du Hamas vraiment absolument horrible et catastrophique. Ce n'est pas la faute des États-Unis. La responsabilité pèse sur les épaules d'Israël, tout en réitérant évidemment le fait que les États-Unis ont une responsabilité vis-à-vis de la sécurité d'Israël. Et dans la nouvelle version de ce papier, The Sources of American Power, il précise que le 18 octobre, Joe Biden s'est rendu en Israël dans une situation de guerre, ce qui arrive assez rarement au président américain, et donc il souligne ça, évidemment. La priorité, c'est la sécurité d'Israël, et c'est ce que les États-Unis vont fournir. Et en fait, assez vite, l'administration est prise au dépourvu par des questions de la communauté américaine d'origine musulmane qui ne conteste pas le soutien à Israël, mais qui dit qu'il faut quand même que la population palestinienne soit soutenue. Sans parler de soutien à la cause palestinienne, il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a des répercussions qui vont avoir lieu, aussi du fait du Hamas. Et donc, il faut mettre en valeur le fait que la population palestinienne ne peut pas être ignorée dans les priorités américaines. Or, ce qu'on voit assez vite, c'est que dans les communiqués de presse qui sont publiés par la Maison-Blanche, la cause palestinienne, en tout cas ce qui se passe auprès de la population palestinienne, c'est assez peu mentionné. Ce n'est pas du tout mentionné, alors qu'on se parle soudain de 5 000 morts, 10 000 morts, 20 000 morts, 25 000 morts au 1er janvier 2024. Et donc j'arrive à mon deuxième point. La crise à Gaza s'immisce dans la campagne américaine d'une manière un peu inédite. Habituellement quand même, surtout que là on est dans la phase au premier trimestre 2024 des primaires, les questions de politique étrangère, malgré le poids prépondérant des États-Unis sur la scène internationale et dans la communauté internationale, la politique étrangère quand même figure assez rarement dans le débat, en tout cas pas aussi tôt dans la campagne. Et là, la crise à Gaza s'immisce totalement dans la discussion, et notamment auprès des démocrates. Et ce que l'on voit, c'est que dans l'État du Michigan, qui est un État vraiment clé pour les démocrates, où Joe Biden, bien sûr, remporte quand même la primaire puisqu'il est le seul candidat, il y a une centaine de milliers de militants démocrates qui votent blanc, qui décident de ne pas voter pour lui, pour lui faire passer un message, pour essayer de lui faire dire que, en fait, la position de l'administration vis-à-vis d'Israël et de Gaza n'est pas tenable, qu'ils vont vouloir lui faire payer. De plus en plus de membres assez éminents de la communauté américaine d'origine musulmane commencent à dire qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter le 5 novembre prochain pour l'élection présidentielle, qu'ils ont envie de faire entendre leur voix. Et c'est vrai que l'administration leur répond beaucoup, mais en fait, en face, ce que vous avez, c'est
probablement un candidat Trump qui a institué le Muslim ban dans les 3 premières semaines de son mandat, la fois précédente. Enfin, je veux dire, ils essayent de dire: «Vous pouvez absolument pas comparer ce qu'on fait et ce que ferait une administration Trump», mais les démocrates disent: «Oui, mais en fait, nous, on a envie de voter pour vous et on a envie de voter pour un candidat qui représente ce en quoi on croit, ce en quoi on pense, et c'est pas possible de faire une telle distinction entre la cause israélienne et la cause palestinienne». Et en fait, on voit dans le Minnesota également, dans le Wisconsin aussi, de plus en plus de voix dissonantes dans le camp démocrate, et notamment des jeunes qui disent qu'ils se sentent pas du tout représentés par ces deux candidats qui sont beaucoup plus âgés, mais aussi qui ne reflètent pas les priorités de politique étrangère de la plus jeune communauté démocrate aujourd'hui. Et ce qu'on voit donc, la manière dont ça se traduit là depuis quelques semaines, et ça continue, l'université de George Washington, ici à Washington, organise un sit-in dès ce week-end, mais en fait ça a commencé à Columbia, à New York, à l'université de New York, à Yale également, au Texas, à l'université d'Austin. Il y a eu des échauffourées et en fait des affrontements entre non seulement les étudiants, mais aussi les professeurs et la police de manière assez violente hier et avant-hier. Et je crois que l'administration s'inquiète, en fait, vraiment de la manière dont tout ça est en train de se propager. Les manifestations se multiplient. On voit un certain nombre, en plus, de présidents d'université, notamment la présidente de l'université d'Harvard, qui n'avait pas été en mesure de condamner l'antisémitisme qu'on voyait aussi grandir sur les campus. Elle n'a pas réussi à le formuler de manière aussi explicite, et donc elle a perdu son poste. Et la présidente de l'université de Pennsylvanie aussi. Il y a une des grandes questions aujourd'hui, qui est-ce que la présidente de l'université de Columbia va pouvoir rester, et probablement qu'il va falloir qu'elle démissionne. Enfin, si jamais la situation continue de se détériorer, il est fortement probable qu'elle doive démissionner de nouveau, et ça risque d'entraîner par effet domino des démissions d'autres présidents d'université qui ne sont aussi manifestement pas en mesure de maintenir la sécurité de leurs étudiants et de leur campus. Donc le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est un républicain assez dur, représentant du Freedom Caucus, il a appelé à envoyer la garde nationale sur les étudiants de l'université de Columbia. Donc on est aussi des choses qui ne s'étaient pas vues en fait depuis le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60-70. Donc ça ramène les États-Unis aussi vraiment dans une perspective très différente. Et je terminerai juste sur ce point. En fait, la crise à Israël, à Gaza, elle a vraiment été instrumentalisée aussi par le débat de politique intérieure. Ça fait 6 mois que les Européens et les Ukrainiens attendaient qu'une aide supplémentaire à l'Ukraine soit votée à la Chambre des représentants. Et les républicains, notamment du Freedom Caucus, étaient absolument contre le fait que l'aide à Israël et l'aide à l'Ukraine étaient comprises dans la même proposition de loi. Ils voulaient absolument que l'aide à l'Ukraine et l'aide à Israël soient séparées. Ils étaient en faveur de l'aide à Israël et vraiment de l'aide matérielle humanitaire, également militaire, soit séparée de l'aide qui devait être apportée à l'Ukraine, en disant l'Ukraine est gouvernée par des néo-nazis, il ne faut absolument pas leur donner de l'aide. En revanche, on donne l'aide à Israël. Et donc pendant des mois et des mois, cette aide a été bloquée. Ça a finalement été débloqué cette semaine au Congrès américain, mais on voit qu'en fait Israël se retrouve aussi, la crise à Gaza et le soutien à Israël se retrouvent vraiment instrumentalisés dans un débat bien plus large de politique intérieure américaine aujourd'hui. Je pense que l'administration Biden a mis beaucoup de temps à se rendre compte du risque dans lequel ça la mettait, et je trouve qu'elle a du mal. En fait, quand on a ces discussions avec eux, ils disent on ne sait pas ce qu'on pourrait faire davantage, on est beaucoup plus raisonnable que d'autres administrations le seraient. On a exprimé notre désaccord avec Netanyahou de manière maintenant assez vocale et ouverte à de nombreuses reprises. On a dit qu'on ne voulait pas qu'il y ait une intervention à Rafah notamment. Et en même temps, on sent qu'il y a vraiment une forme de malaise et d'incompréhension des préoccupations des populations plus jeunes sur la manière dont ça devrait avancer, et notamment en faveur d'une solution à 2 États. Donc, je crois qu'ils ont très peur que ce sujet s'immisce encore davantage dans la campagne au fur et à mesure qu'on avance, parce que les républicains se radicalisent aussi de leur côté, et un certain nombre de démocrates menacent de ne pas soutenir le candidat démocrate, à un moment donné où Joe Biden dessine vraiment le portrait d'une Amérique divisée entre des Américains en faveur de la démocratie et des Américains qui sont contre la démocratie. Donc c'est l'avenir de la démocratie américaine qui est en jeu, ce qu'il dit lui dans cette élection qui arrive en novembre, et je pense qu'il n'avait vraiment pas anticipé la manière dont la crise à Gaza joue là-dedans. Je m'arrêterai ici. Merci beaucoup, Tara. Avant de laisser Denis réagir, j'aimerais, moi, à chaud, vous poser une question subsidiaire en quelque sorte. Jusqu'où, pour conserver sa base électorale, Joe Biden pourrait-il aller dans une attitude
moins favorable à Israël? Est-ce qu'on a des scénarios qui se dessinent, des plans qui peuvent être faits sur la comète, si j'ose dire? Je ne pense pas. Je crois qu'ils espèrent vraiment que le gouvernement israélien soit davantage mesuré. Je pense que tout le monde a été très inquiet ces dernières semaines de l'affrontement par procuration, mais pas que par procuration, qui a eu lieu entre l'Iran et Israël. Et il a semblé qu'aucune des deux parties n'avait envie d'aller vers une guerre nucléaire. Donc il y a une forme de restraint, on dit en anglais. Alors évidemment, le mot français maintenant m'échappe, mais voilà, Retenue, de une forme retenue. de retenue, pardon, de retenue, absolument, merci. Mais pour autant, en fait, la guerre continue. L'administration Biden se montre de plus en plus dure, je dirais, avec le gouvernement de Netanyahou. Ça, c'est assez clair et se montre de plus en plus dur publiquement. Ce qui est frappant pour autant, c'est que l'influence, je trouve, qu'ils ont sur Netanyahou et son gouvernement actuel me semble en fait plus limitée que ce à quoi ils s'attendaient. Netanyahou a quand même l'air... Pardon, allez-y. Non, c'est parfait. Ça ménage vraiment la transition avec la question que nous souhaitions poser à Denis, puisqu'il vous a tous écouté. Tara sur les États-Unis, Frédéric sur les autres acteurs dans le cadre multilatéral. Il a déjà réagi à la façon dont Julia avait présenté la dimension, j'allais dire, judiciaire. Maintenant, la dimension politique. Comment est-ce qu'en Israël, on vit la façon dont on parle de cette guerre à Gaza dans les instances multilatérales et puis bien sûr aux États-Unis? Alors oui, c'est vrai que ça va être un échange intéressant parce que c'est là qu'on mesure à quel point on est pour ainsi dire, dans deux univers parallèles, si j'ose dire, en écoutant le propos de Frédéric Ramel, très, très fourni et très riche, et la perception qu'on en a. Alors d'abord, alors c'est normal qu'il y ait eu omission parce que c'est le rôle d'Israël, si je puis dire, de le dire. Le clash avec l'ONU commence, mais quoi, une semaine, 10 jours, avec la fameuse déclaration de Gutiérrez qui met le feu aux poudres. C'est inexcusable, mais c'est pas hors d'un contexte, de tout contexte, quand bien évidemment, tout le monde comprend derrière le mot contexte, parce que c'est un euphémisme. C'est quoi le contexte? Tout le monde comprend la Nakba, l'occupation, la colonisation et le blocus. Alors que Gutiérrez aurait pu, du point de vue des Israéliens, en tout cas éviter ce qui est considéré comme plus qu'un faux pas, comme quelque chose de grave, en disant que le contexte, c'est également l'islamisme radical. Enfin, moi, je sais que je l'ai soutenu depuis le début. Jamais le Fatah, qui a subi la même Nakba, la même occupation et le même blocus. Jamais le Fatah il aurait été capable de prendre 200 personnes en otage, bien entendu. Il aurait été capable de tuer une dizaine, une cinquantaine, voire beaucoup plus. Mais pas tout ce qui a entouré. Or, le mot contexte, tout le monde, personne n'a vu l'islamisme radical, alors que c'est une composante du contexte. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne dis pas que la notion de contexte n'est pas pertinente, bien sûr que c'est la marginalisation de la cause palestinienne, etc., qui conduit à cela. Mais c'est quand même aussi, et c'est ça qu'on a beaucoup mis en avant, c'est-à-dire ce qu'a fait le Hamas, c'est la vérité, si j'ose dire, c'est le langage qu'ils savent parler, c'est-à-dire celui d'une violence voilà, dont les sources remontent au pogrom, à la Shoah, etc. C'est-à-dire quelque chose d'exterminateur. Et ça, on en a donc beaucoup voulu avec Gutiérrez, alors avec parfois effectivement des réactions un peu stupides, je dois dire, du représentant du délégué israélien, qui, pour manifester son mécontentement contre la complicité ou le silence face au Hamas, arbore une étoile jaune. Bon, ce que d'ailleurs Yad Vashem, l'Institut Yad Vashem, préposé à la commémoration et à l'étude de la Shoah, a condamné aussitôt en disant on n'utilise pas comme ça, on n'instrumentalise pas comme ça des choses qui retiennent la Shoah. Alors, il y a cela, donc ça c'est le premier, je dirais, le premier divorce. Et puis le second, là aussi, qu'on n'a pas évoqué, mais que j'évoque parce que c'est en Israël, c'est ça qu'on met surtout en avant, la difficulté ou la longue marche avant de reconnaître les viols des femmes.
Et là, l'ONU, alors pour ça, effectivement, pour Israël, l'ONU, c'est terminé. Je veux dire, même dans une perspective future de négociation, les plans sur la comète dont parlait Christophe, l'ONU elle peut pas s'inviter parce qu'elle a pris parti voilà, en prenant des gants, en posant des questions, etc. Enfin, je veux dire, en caricaturant un peu la situation, l'ONU s'est conduit comme Judith Butler. C'est quand même l'ONU, c'est pas une intellectuelle qui cherche la provocation, dont c'est peut-être le rôle et la fonction, comme Noam Chomsky. Et puis, effectivement, l'UNRWA, mais ça a été très bien souligné, avec donc ces images que tiennent Israël, qui mettent en cause travailleurs qui ont été licenciés, etc. Mais c'est également toute la mise en cause des programmes scolaires, des livres scolaires, de qu'est-ce qu'on... Pour en arriver là, parce que ce n'est pas simplement les assassins eux-mêmes, c'était finalement aussi la liesse, ça aussi, ça a beaucoup joué dans la sidération d'Israël. Donc, il y a bien quelque chose ici qui a été préparé par, je veux dire, le mouvement Hamas, il a beau être islamiste, ça ne vient pas d'en haut, ça ne vient pas du ciel, ça vient d'en bas, ça vient de choses qui ont été faites, pratiquées, pour que ce soit à ce point accepté. Concernant, donc là, il y a vraiment, pour conclure, je crois que, alors que je rappelle, hein, Gutiérrez, dans son discours d'intronisation, enfin comme secrétaire général, mentionne dans son discours le fait que l'ONU a tendance à trop condamner Israël, à faire finalement, enfin, je ne sais plus le pourcentage, enfin un pourcentage démesuré de résolutions qui ne condamnent qu'Israël, comme si tout le monde tournait autour d'Israël. C'était bien sûr avant le 7 octobre. Concernant les États-Unis, alors bien sûr qu'il y a eu, je dirais au départ, alors là aussi je reviendrai à des considérations de politique intérieure, mais il y a quelque chose qui restera gravé dans la mémoire des Israéliens, c'est que c'est Biden le premier, lors de sa visite éclair, quelques jours après le massacre, qui le premier entame un dialogue, une discussion qui d'ailleurs dure longtemps avec les familles des otages. Netanyahou, 48 heures après, à faire la même chose, mais parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas pensé. Et ça reste. C'est-à-dire qu'à un moment, Biden a été le père de la nation israélienne. Voilà. C'était aussi lié à l'envoi de la flotte américaine, Gerald Ford, etc. Enfin, voilà. Le sentiment, les Américains sont les premiers et ils arrivent. Alors là où je suis peut-être moins d'accord, c'est que dans ce discours-là, le fameux don, dans ce discours-là, déjà Biden met en garde Israël à sa manière, en disant attention, ne faites pas l'erreur que nous avons commise en Afghanistan et en Irak. C'est-à-dire, Biden pressent que la crise qu'il va y avoir entre les deux va bien tourner autour de, non pas de la légitimité de la guerre. Là-dessus, même l'Union européenne ne met pas ça du tout en cause. Israël est légitime puisqu'elle a été agressée et dans quelles conditions. C'est la conduite de la guerre. Mais je tiens à préciser que ça a toujours été le cas. Je veux dire, Israël, c'est pour ça qu'elle s'est toujours appliquée, sauf à 2 reprises, elle s'est toujours appliquée à d'abord être agressée pour pouvoir bénéficier de la reconnaissance internationale comme quoi elle est légitime à riposter. Et bien entendu qu'à partir de ce jour-là, commence une sorte de course contre la montre, parce que bien sûr que dans la conduite de la guerre, dans les moyens mis en place, déployés par l'armée israélienne, eh bien, il va y avoir la notion qui revient tout le temps, et à plus forte raison cette fois-ci, la notion d'usage disproportionné de la force. Avec là, notamment, beaucoup plus que 2014, hein, effectivement, une hécatombe en termes de... Alors, même si on ne sait pas le chiffre exact, etc., je ne vais pas revenir sur cette affaire-là, mais enfin, voilà, on a quand même, semble-t-il, quelque chose comme 20 000, voire plus, victimes civiles. Et la question de la famine, la question du non-acheminement régulier par les autorités israéliennes, etc. Il y a aussi l'affaire des humanitaires qui ont été abattus. Alors, dans le débat israélien, c'est le clivage gauche-droite, centre et gauche face à la droite et le gouvernement qui affirme son indépendance et sa souveraineté, et qui, je dirais,
expose en quelque sorte cette crise entre Biden et Netanyahou en disant nous, on est indépendants et souverains et nos amis peuvent nous faire des recommandations, mais c'est nous en dernière instance qui devrons déterminer ce que nous devons faire. Et personne ne nous le dira à notre place. Donc, joue un peu sur cette fibre nationaliste et patriotique. Là où le centre et la gauche, non, si j'ose dire, par rapport à cette tendance patriotique qui est quand même assez forte aujourd'hui en Israël, ne peuvent que dire attention, n'allons pas mettre en danger nos relations. Ce conflit a bien révélé la dépendance d'Israël. On est certes une puissance nucléaire, certes une puissance régionale, mais voilà, on a besoin de fournitures, on a besoin de munitions, etc. Et donc, on ne peut pas. Et bien évidemment, là-dessus, la question du jour d'après. Pour Netanyahou, elle n'existe pas, c'est-à-dire ou si elle existe, c'est on va contrôler la bande de Gaza, et puis, mais rien sur le plan politique, pas plus l'autorité palestinienne que Barghouti, par exemple, comme alternance. Cette idée d'une autorité palestinienne renouvelée, il n'y accorde pas plus de crédit. Alors, néanmoins, en Israël, on a quand même sur cet aspect, enfin sur la question des relations avec les États-Unis, on peut quand même dire deux choses par rapport à ce que disait Tara. La première, c'est que, attendez, ça fait un mois que Netanyahou annonce l'attaque sur Rafah. Donc dire que Biden n'a pas de levier, ça c'est de la politique politicienne. Bien sûr qu'il a un levier. Autrement, ça fait un mois que ça aurait été. Netanyahou, vous savez, c'est comme le film Taxi Driver. Si tu as envie de tirer, tu tires. Tu ne déclares pas que tu vas tirer. Or, ça fait plus d'un mois déjà qu'il dit on va rentrer dans Rafah et qu'il n'y entre pas. Et il n'y entre pas parce que et Blinken, le nombre de visites de Blinken à Israël montre bien qu'il y a des désaccords et que, alors la technique Biden, c'est vrai, c'est de bien choisir les moments où on fait la publicité de ces désaccords, mais c'est bien entendu, on n'est pas là pour entendre ce qu'ils se disent. Je pense que ça doit pas être très amical. Voilà. La deuxième chose qu'il faut dire, et je terminerai là parce que je vois qu'on est bientôt à la fin de la première heure, la question du Parti démocrate. Attendez, dites-moi si je me trompe, je ne crois pas qu'il y ait un parti politique dans le monde où il y a un tel écart sur les positions concernant le conflit israélo-palestinien. Ça n'existe pas. La LFI, ils pensent tous la même chose. Renaissance, En Marche, etc. En gros, il y en a qui sont un peu plus critiques, il y en a qui sont un peu moins, il y en a. Mais ce qui se passe dans le Parti démocrate, il faut le dire, c'est quelque chose d'unique au monde. Où il y a, et c'est là où je suis tout petit peu critique. Ils ne soutiennent pas la solution à deux États. Vous avez dit solution à deux États. Les étudiants, ils ne soutiennent pas la solution à deux États. C'est from the river to the sea. C'est les démocrates. Et je préciserai sur le plan personnel, je suis en année sabbatique actuellement en France. La première année, d'août à décembre, j'étais à l'Université of Vermont avec Bernie Sanders qui est le sénateur. Donc j'ai vu de très près les pressions, les tensions. J'étais à un conseil municipal où on demandait l'arrêt des relations du Vermont et de Burlington avec Israël, les villes jumelées, etc. J'ai vu ce que c'était. Un peu moins d'ailleurs dans le campus. Je veux dire que dans le campus, c'était un peu plus tranquille. Le Vermont, c'est bobo, donc on est contre, mais en gros, voilà, on ne fait pas parce qu'il n'y a aucune déclaration du type Harvard, du type Logan, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment deux tendances, mais diamétralement opposées. C'est pas soyez plus rude, c'est pas préoccupez-vous des Palestiniens, du sort des Palestiniens. J'entends bien la revendication justifiée d'ailleurs au demeurant de la communauté musulmane. Là, c'est vraiment le grand écart. Qu'est-ce que peut dire Biden à cette jeunesse progressiste? Oui, pour From the River to the Sea. Et j'ajoute ce qui n'a pas été mentionné également, encore une fois, vu du point de vue d'Israël, ce dont on parle quand même, c'est quand même l'insécurité des étudiants juifs dans ces campus. Et ça, c'est quand même quelque chose, indépendamment du calendrier électoral et de l'instrumentalisation liée à ces élections par le Parti républicain, c'est quand même quelque chose. Et surtout quand on sait dans l'histoire des juifs américains l'importance des universités, qui est le fief de leur mobilité sociale. Toute leur mobilité sociale s'est faite par les universités. Et c'est de là que vient
des accents qui n'ont rien à voir ni avec essayer de faire pression sur Israël pour acheminer un peu plus de nourriture, essayer de tenir compte de la survie du peuple palestinien. Non, non, là, on est sur un radicalisme vis-à-vis duquel je ne vois pas ce que Biden peut faire. Et peut-être pour finir, la réponse que j'ai vue, moi, il y a 2-3 jours, c'est Bernie Sanders qui fait 8-10 minutes pour dire attention, si vous ne votez pas Biden, ne nous trompons pas de débat, si vous ne votez pas Biden, on aura Trump. Et alors là, c'est non seulement sur Israël, sur l'Ukraine, sur le changement climatique, il sait qu'est-ce qui touche sa clientèle électorale. Et je pense que c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire, d'autant que peut-être là, je vous pose une question. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de risques que des juifs américains démocrates s'abstiennent que des progressistes parce que sur la question d'Israël. D'autant que, et là je reviens sur Israël, la différence du point de vue entre comment on voit les États-Unis et comment les Israéliens perçoivent les États-Unis, c'est que tout le monde se dit, ils nous donnent, comment dirais-je, satisfaction, ils cèdent surtout concession sur concession, budget, etc. La note sera salée. C'est-à-dire, il n'y a pas de repas gratuit. Tout ça, à un moment, aura une traduction, mais pour qu'elle ait lieu, il faut qu'il soit réélu. Et donc, je pense que Biden ne fera pas énormément de choses jusqu'au 5 novembre, mais qu'après, alors il y aura bien sûr sans doute des élections en Israël, anticipées, et que si c'est toujours Netanyahou qui est réélu, après ces élections anticipées, là, je pense qu'on ira vers un vrai clash entre les deux, mais pour ça, il faut qu'il y ait des élections des deux côtés. Merci. Merci, Denis. Christophe. Merci beaucoup. Oui, Pardon. je sais que vous allez réagir, bien sûr, et c'était ce que j'allais vous inviter à faire. Il est effectivement 18 heures, mais je pense qu'il est utile que vous engagiez aussi la discussion entre vous. Alors, avec une question subsidiaire, on a vu de grands lieux d'action, le dispositif onusien, on a vu de grands acteurs, notamment les États-Unis. Si vous pouviez élargir encore la focale et les uns ou les autres nous dire comment est-ce que les Européens s'inscrivent dans cette communauté internationale vis-à-vis de Gaza, et puis éventuellement, mais c'est peut-être moins essentiel, dans la région, le rôle des anciens grands médiateurs, l'Égypte, la Jordanie, remplacés plus ou moins par le Qatar maintenant. Mais je crois que c'est Tara qui a demandé à réagir la première. Oui, alors je vais essayer de faire très bref aussi pour qu'on puisse avoir évidemment une discussion avec les spectateurs qui sont là. Je voulais répondre, je suis tout à fait d'accord avec vous, Denis, et je pense qu'il faut même souligner quelque chose qui est que la manière dont l'antisémitisme s'exprime aujourd'hui aux États-Unis est aussi inédite. Ce que dit beaucoup la communauté juive ici, c'est qu'ils n'ont pas du tout eu l'habitude d'avoir ce type de manifestation en faveur du Hamas, parce qu'en plus, il faut bien dire que c'est très différent de soutenir la cause palestinienne et de soutenir le Hamas, qui fait partie, il y a toute une confusion qui se fait, pas que dans les campus américains d'ailleurs, on le voit aussi dans un certain nombre de campus en Europe, mais c'est quand même une distinction absolument cruciale à faire. Et ce que disent beaucoup de juifs américains ici, c'est qu'effectivement, ils ont peur de cet antisémitisme qui ne s'est pas exprimé aux États-Unis comme il s'exprime en réalité en Europe très publiquement depuis longtemps. Je pense que s'exprimait du côté des suprémacistes, comme à Absolument. Pittsburgh, etc. Alors que là, ça, ils connaissent. Tout à fait. Mais là, c'est vrai que ça transcende d'autres courants de la société et qui ne s'y attendaient pas. Et ce qui m'amène, pour le coup, à mon point sur ce que Biden peut dire. Je pense que Biden, il est placé, enfin, il est positionné de manière vraiment unique dans le spectre politique, non seulement américain, mais je dirais international aujourd'hui, pour dire il faut arrêter d'opposer le fait d'être pro-palestinien et d'être pro-israélien. Et je pense que c'est une manière aussi de combattre from the river to the sea, donc de la rivière à la mer, qui est une expression très controversée, très polémique, qui signifie en gros que l'existence de la Palestine se fera sans l'existence d'Israël, et donc qui non seulement nie l'existence d'Israël, mais appelle en gros à sa destruction. Ce que Biden peut dire, c'est on ne peut pas être pro-palestinien sans être pro-israélien, on ne peut pas être pro-israélien sans être pro-palestinien, qui est à la fois quelque chose de, j'allais dire, très banal et en même temps très controversé. Aucune autre personnalité politique aujourd'hui dans le monde, à part Biden, peut dire ça, je pense, sans se prendre les foudres de l'ensemble du monde. Et ce serait indispensable que quelqu'un dise cette phrase, qu'une personne avec le poids politique qu'il a, la prononce, parce que je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. Donc en fait, la sécurité d'Israël ne se fera pas sans la sécurité de la Palestine, et que la sécurité de la Palestine ne se fera pas sans la sécurité d'Israël. Ce ne sera pas possible, on ne pourra pas revenir au statu quo ante, il va falloir mettre en œuvre une solution.
qui devrait être la solution à 2 États. Et on peut peut-être trouver une dénomination différente parce que cette dénomination aussi est très controversée et porteuse quand même de tout un historique. Mais je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je crois que c'est assez clair pour l'équipe de Biden maintenant. Je suis pas sûre que ça l'était tellement juste après le 7 octobre, mais je crois que ça l'est un peu plus maintenant. Et donc, il y a aussi une volonté d'aller dans cette direction. Après, ce qu'on voit, c'est évidemment des négociations avec le Hamas qui n'aboutissent à rien pour l'instant, parce que je crains que la situation des otages soit bien plus dramatique que ce que le Hamas a bien voulu laisser croire et qu'on va avancer malheureusement. J'espère me tromper, mais vers des nouvelles très dures. Et en fait, l'équipe de Biden a cru, se concentre beaucoup sur la libération des otages, a raison. J'espère encore une fois que il y aura une traduction positive de cela, mais c'est vrai que c'est un traumatisme absolument énorme. Et une des raisons, on a beaucoup parlé du veto américain, et je pense que c'était important de le souligner, mais le veto américain, la justification principale du veto américain à un certain nombre de résolutions depuis 6 mois, c'est que ces résolutions ne comportaient pas de condamnation explicite du Hamas, c'est des actions du Hamas du 7 octobre. Et ça reste quelque chose de vraiment clé à la fois dans les propos de Biden et de Blinken. Sur les Européens, je fais 1 minute et je laisse ensuite la parole à mes collègues. Alors, les Européens, Pardon ? C'est important. C'est important. Les Européens sont très divisés. On l'a vu assez vite, en fait, juste après le 7 octobre. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a pris la parole au nom de la Commission européenne et des Européens en condamnant à juste titre les actions du Hamas et l'attaque du Hamas, le massacre commis par le Hamas et en apportant son soutien à Israël. Le commissaire à l'aide humanitaire, Olivier Varhelyi, qui est d'origine hongroise, a tout de suite dit on va couper l'ensemble de l'aide humanitaire provenant de l'Union européenne à la cause palestinienne sans s'être concerté avec les États membres pour le faire. Et on a vu à partir de là un grand nombre de divisions. Alors, Christophe, vous avez mentionné la division franco-allemande. Je pense qu'on a un spectre européen très large qui va en gros de l'Allemagne à un bout du spectre qui soutient évidemment Israël et qui en fait un sujet de raison d'État, comme l'a dit Angela Merkel dans un discours à la Knesset il y a quelques années, à l'Irlande qui voilà, et l'Espagne. Mais l'Irlande vraiment dit, nous, on a été victime de la colonisation britannique, on se vit comme un État postcolonial et donc on adhère complètement à la cause palestinienne. Et je pense qu'on voit justement dans ce champ politique européen beaucoup l'opposition, soit on est pro-palestinien, soit on est pro-israélien, avec assez peu d'États qui essayent de trouver une forme de juste milieu. La France se retrouve un peu là-dedans, en ayant la population juive et la population musulmane la plus importante d'Europe, en fait, se retrouve à ne pas pouvoir faire ce que fait l'Allemagne ou ce que fait l'Irlande, mais à dire on a besoin d'avoir une voix plus mesurée, tout en condamnant strictement, évidemment, l'attaque commise par le Hamas et en réitérant le soutien à Israël et au droit d'exister d'Israël. Et je pense que la France a essayé de trouver une forme d'équilibre qui a été très dure et on voit encore les Européens très divisés là-dessus et ça pose beaucoup la question de l'existence même d'une politique étrangère européenne quand elle n'est pas capable d'agir dans son voisinage immédiat. Oui. Alors que Jean-Pierre Filiu nous disait dans un webinaire précédent auquel d'ailleurs participait Denis, je crois, que ce serait aux Européens d'apparaître comme médiateurs dans cette affaire. Effectivement, ça va d'abord exister en tant qu'Européens. Julia, Frédéric, comme nous n'avons pas encore de questions, chacun d'entre nous boit vos paroles et donc continue d'apprendre de vous. Et si vous avez des points à ajouter, n'hésitez surtout pas, l'une ou l'autre. Oui, je ne sais pas, Frédéric, si. Oui, peut-être quelques points en réaction à tout ce qui a été dit. Alors, je vais sortir un peu du débat qu'on vient d'avoir et revenir sur des choses peut-être un peu plus arides. C'est un peu mon rôle. Bon, j'incarne le droit ici dans ce webinaire, c'est plutôt rugueux. Mais il y a 3 aspects. Il y a les manipulations du droit dans cette situation, les effets du droit et la mobilisation du droit. Vous avez parlé je ne sais plus qui d'entre vous a parlé de choc fondamental avec les attaques du 7 octobre et la situation qu'on voit se dérouler depuis. Et c'est aussi un choc fondamental, je crois, du point de vue du droit. Alors bon, quand même, depuis février 2022, il y avait un premier choc fondamental qui avait été l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais là, voilà, ça a été disons, un surchoc du point de vue de ceux qui travaillent sur les aspects juridiques. Donc voilà, je réagis à certaines choses que vous avez dites. La première, c'est sur ce que Denis Charby, enfin votre réaction à ce que j'ai dit, c'est-à-dire sur la question du génocide.
Et également la question de l'occupation. Et puis là, j'ajouterais, vous venez de le dire sur le massacre du 7 octobre. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces termes ou ces situations ont un sens politique, hein, font partie du débat politique, que ce soit à l'interne en Israël, que ce soit dans d'autres pays. Alors là, je ne peux parler que de la France, mais sur le terme génocide, le débat, il a été aussi très important. Et puis le poids que ça a aussi dans le système multilatéral. Et donc, par exemple, sur la question du génocide, c'est très intéressant parce qu'en réalité, en droit international, là, si on parle de responsabilité pénale individuelle, il y a 4 grands crimes internationaux. Il y a le génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Et il n'y en a pas un qui est plus grave que l'autre dans le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Alors bien sûr, on parle du génocide comme étant le crime de crime et il a un impact émotionnel extrêmement fort et l'utilisation de ce mot est pas du tout anodine et elle prend une tournure politique que ne prennent pas les termes crime de guerre ou crime contre l'humanité. Et c'est aussi là très intéressant de voir que l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice sur la base de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Mais tout ça est enfermé en fait, dans des critères juridiques et nous, en droit, en tout cas, bon, le débat est quasiment inexistant sur les catégories juridiques. Et de la même manière sur l'occupation, la qualification de la situation jusqu'au 7 octobre, alors c'est justement cette même Cour internationale de justice qui, en 2004, dans un avis consultatif, nous avait confirmé qu'on pouvait considérer que les territoires palestiniens étaient des territoires occupés depuis la guerre des 6 jours, depuis 1967. Et vous en avez parlé aussi, l'occupation, normalement, elle a vocation à être provisoire. Et là, elle se prolonge depuis 57 ans. Et du coup, ça crée aussi des problèmes juridiques importants. Et alors là, pour le coup, en droit, on a un débat sur la question de savoir est-ce que le 7 octobre, la bande de Gaza pouvait encore être considérée comme un territoire occupé et quels sont les effets juridiques que cela crée. Et ça a un effet alors dans un autre corpus qui n'est pas celui du droit international général dont on a parlé jusqu'à maintenant, mais qui est le droit international humanitaire, qui est le droit qui s'applique dans les conflits armés. Et quand on pense par exemple à l'assistance humanitaire et aux droits relatifs à l'assistance humanitaire, à quelles conditions la population civile a le droit de recevoir des secours, eh bien selon qu'on qualifie la situation d'occupation ou pas, ça peut avoir un impact. Et donc là, on voit aussi qu'il y a une forme de... voilà, on saisit les concepts juridiques. Et ensuite, ici, on a tous parlé de massacres hein, ou d'attaques ou d'événements du 7 octobre, et on n'a pas prononcé le mot qui a aussi suscité un très grand nombre de polémiques. C'était de savoir si on peut les qualifier d'actes terroristes ou pas, et est-ce que le Hamas est un groupe terroriste ou pas. Enfin, en tout cas, en France, ça a été un grand débat. Et là encore, quand on en revient juste aux catégories juridiques, eh bien, semer la terreur parmi la population civile ou attaquer une population civile afin d'y semer la terreur, il n'y a pas de problème à dire que c'est du terrorisme et que donc c'est des attaques terroristes. Donc voilà, c'était pour revenir sur des catégories juridiques qui sont mobilisées dans d'autres instances, dans d'autres disciplines et qui en fait en droit, bon ben voilà, gardent toute leur rigidité d'une certaine manière. Ensuite, très vite sur les effets du droit, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, quand on parle du droit international, et vous ne l'avez pas fait, je vous en remercie, et je trouve que l'approche que vous avez eue sur le multilatéralisme et le contre-pied que vous avez pris est très intéressant, parce que j'ai aussi, moi, cette vision optimiste, et ça inclut une vision optimiste du droit international. Ce qui est intéressant de voir, c'est notamment lorsque la Cour internationale de justice a rendu son ordonnance sur les mesures conservatoires, c'est à ce moment-là qu'Israël a mis au jour le fait qu'il y aurait des employés d'UNRWA qui étaient impliqués dans les attaques du 7 octobre. Et donc, ce n'est pas du tout anodin. Et de la même manière, en 2005, Israël s'est retiré unilatéralement de la bande de Gaza et a décidé de considérer qu'il ne s'agissait plus d'un territoire occupé, alors qu'en 2004, la Cour internationale de justice avait rendu un avis consultatif, justement, comme je l'ai dit, en reconnaissant l'occupation. Et on peut faire également un parallèle, c'est que lorsque l'Allemagne s'est fait mettre en cause devant la Cour internationale de justice par le Nicaragua, tout à coup a annoncé qu'elle finançait à nouveau l'UNRWA pour 45 millions. Et la France, dans la foulée, a aussi annoncé qu'en fait, elle allait continuer à financer l'UNRWA. Et donc, on voit là les effets de la saisine d'une juridiction, qui n'est pas un effet juridique, mais qui a des effets, comme vous dites, dans le multilatéralisme social. Et je termine avec une phrase sur les mobilisations du droit. Là, on a parlé de la Cour internationale de justice. J'ai un petit peu touché du doigt la responsabilité pénale internationale. Mais il faut voir aussi que ce droit et la manière dont cette situation est saisie par le droit, ça s'exprime dans plein d'autres instances. Vous avez des juridictions françaises qui sont saisies aujourd'hui des crimes qu'auraient commis des franco-israéliens.
Vous avez les démarches entreprises par des États au titre de l'article 1 commun des 4 conventions de Genève qui disent qu'on doit faire respecter le droit humanitaire. C'est pas anodin qu'en France, on convoque une conférence nationale humanitaire en mois de novembre sur la situation à Gaza. Vous avez le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. On a parlé du volet, disons, paix et sécurité internationale des Nations Unies, mais il y a aussi tout le volet droits de l'homme qui est mobilisé sur la question. Donc voilà, il y a tout un champ, plein d'autres champs en fait, qui peuvent être mobilisés, qui le sont. Et ça, c'est assez nouveau. On l'avait vu avec l'Ukraine, mais ça se confirme là avec la situation que le droit est un outil en fait au service des parties au conflit. Oui, et c'est pour ça que vous utilisez des mots un peu durs comme rigidité, aridité, mais bon, c'est une discipline, le droit, qui est un modèle de rigueur et qui, effectivement, on le voit, a une efficacité, une utilité, évidemment, et peut être suivi des faits. En tout cas, on espère que dans certaines des affaires que vous avez citées, ce sera suivi des faits. Frédéric. Oui, il y avait une question dans le chat qui était directement reliée à un des propos de Julia sur la qualification de l'acte de terrorisme. Peut-être, comme elle va nous quitter un peu plus tôt, lui laisser la possibilité de répondre avant de rebondir moi-même. Très Oui, bien. alors, la question est quelles sont les conséquences juridiques d'une qualification d'acte comme étant terroriste? Alors, en fait, au titre des crimes internationaux, ça n'a pas d'effet juridique. Parce que vous avez donc le crime de guerre, qui est le crime qui est commis dans le cadre d'un conflit armé. Et parmi les crimes de guerre, on ne trouve pas le terrorisme comme crime de guerre en tant que tel. Le génocide, c'est l'intention de détruire en tout ou partie un groupe spécifique. Et là aussi, on ne trouve pas le terme terrorisme dans les qualifications juridiques. Enfin, le crime contre l'humanité, c'est une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et de la même manière, on ne trouve pas, disons, d'éléments qui seraient liés au fait de semer la terreur parmi la population. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'en droit international humanitaire, il y a une règle qui dit qu'il est interdit de mener des attaques qui ont pour but de semer la terreur parmi la population civile. Donc c'est interdit de le faire en droit international humanitaire, mais ça n'ajoute rien aux qualifications juridiques des crimes internationaux. De la même manière, en droit international général, aujourd'hui, il n'y a pas de définition consensuelle du terrorisme au plan international. Il y a des définitions dans des conventions spécifiques, mais il n'y a pas encore de consensus sur la notion du terrorisme. En réalité, le terrorisme, c'est plutôt une notion, c'est un label qu'on va venir apposer à des actes qui sont commis pour leur donner, disons, pour y mettre une emphase particulière. Mais au point de vue des effets juridiques, en réalité, ils sont plutôt inexistants. Oui, du coup, on comprend aussi qu'en politique, l'usage du mot soit à géométrie variable. Frédéric. Oui, 3 points. Le premier, exactement dans le prolongement de ce que vient de dire Julia. D'ailleurs, c'était l'élément de résonance que je voulais évoquer par rapport à son propos. C'est vrai que la réponse, pardon, de la Cour internationale de justice suite au dépôt de la plainte de l'Afrique du Sud a eu des effets, notamment lorsque des États qui jusqu'alors accordaient leur soutien et capacitaire en termes militaires à Israël, dès le rendu de la décision de la Cour, ont modifié leur action. Donc, ça prouve que le lien est en fait beaucoup plus ténu que ce qu'on veut bien nous le faire croire. C'est-à-dire qu'il y a une véritable, à mon sens, incidence à un moment donné qui relève à la fois du juridique et du réputationnel. Peut-être que les deux sont d'ailleurs plus ou moins liés. Deuxième point, par rapport à ce que disait Denis sur en effet, l'omission ou l'occultation dans le propos de Guterres, il a tout à fait raison, sur la posture adoptée par le Hamas, qui en effet, dès son acte de naissance, remet en question l'existence même d'Israël. Donc ça, c'est connu, c'est doctrinalement formulé et c'est à nouveau, je dirais, répété régulièrement dans la doctrine. Ce qui est intéressant quand on a les premières interprétations du rapport Colonna, donc le fameux rapport de l'UNRWA, c'est qu'il est assez balancé. Je le cite, hein, le rapport montre qu'il y a quelques cas, en effet, d'employés qui posent problème. Il y a des employés qui expriment publiquement leurs opinions politiques, de livres scolaires ont contenu problématiques venant du pays hôte et utilisés dans certaines écoles de l'UNRWA. Ce n'est pas l'UNRWA qui produit ces manuels, c'est l'utilisation qui pose problème, et de syndicalistes politisés qui profèrent des menaces contre l'encadrement de l'UNRWA et perturbent des opérations humanitaires. Et en même temps, le rapport insiste sur le fait que l'UNRWA a régulièrement envoyé aux autorités israéliennes les listes comportant les noms des employés de leurs fonctions et que celles-ci n'ont jamais fait
depuis 2011, en tout cas, ne jamais fait d'éventuelles réserves de la part du gouvernement israélien. Donc, je pense qu'il faut le rapport va être intéressant parce qu'il est assez pondéré de ce point de vue, même s'il il tend quand même. C'était ça l'objectif, d'insister sur le rôle fondamental aujourd'hui, au moment où, en plus, même s'il va y avoir constitution, vous le savez, de cette fameuse aide humanitaire apportée par les États-Unis à travers la construction de cette pas une digue, mais en effet ce prolongement sur le plan de l'aide maritime et navale, ça reste fondamental. Et enfin, troisième point rapidement, pour faire écho à ce que a déjà dessiné Tara et la question que tu nous posais, Christophe, sur et les tiers dans cette histoire, que font-ils? Alors, moi, je dirais que, à l'échelle européenne, euh, le cas allemand me semble assez intéressant parce qu'il montre le travail qui est en train de se passer sur ce qu'on appelle la culture stratégique allemande. Cette culture stratégique, elle s'est constituée depuis 1949 sur l'idée, donc l'acte de naissance avec la loi fondamentale de 1949 de la République fédérale d'Allemagne et que finalement l'absorption de la RDA n'a pas changé, c'est-à-dire la nécessité de contrôler à l'extérieur l'usage de la force avec un contrôle juridictionnel très fort. Avec ce qui se passe en Ukraine, on voit qu'à l'heure actuelle, cette culture stratégique, et le chancelier en est finalement assez symptomatique l'illustration, il y a une tension à l'heure actuelle entre renforcer les capacités militaires, éventuellement utiliser ces capacités à l'extérieur. Et donc là, il y a un travail qui est à l'œuvre. Et dans le cas de ce qui se passe depuis le 7 octobre, il me semble que l'Allemagne reste finalement assez alignée par rapport à cette culture stratégique qui l'a constituée, c'est-à-dire le lien avec Israël, en raison de l'histoire, non pas de la culpabilité, mais de la responsabilité, si j'utilise le terme employé par le philosophe Jaspers en son temps, de tous les Allemands à l'égard de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un autre cas européen qui est la France, alors, je vais utiliser ce terme parce que c'est utilisé par le président Macron, puissance d'équilibre. Alors, c'est plutôt applicable peut-être pour le cadre asiatique, dans le cas chinois, par rapport à la montée en puissance de la Chine. Moi, je ne vois pas la France, à l'heure actuelle, malgré évidemment des prises de position, une volonté d'intervenir dans la résolution de ce conflit. Je ne vois pas la France comme, à l'heure actuelle, capable d'enrôler avec elle, au sein de l'Europe, une résolution du conflit israélo-palestinien. Donc, de ce point de vue-là, on a souvent considéré que l'Union européenne est un nain stratégique. Elle essaie d'être un petit pousset stratégique par rapport à ce qui se passe depuis 2022. Elle est encore un nain diplomatique. Malheureusement, je le déplore. Alors, je ne sais pas ce qu'a dit Jean-Pierre Philu. On peut appeler en effet, qu'elle joue un plus grand rôle. Elle a peut-être la légitimité de le faire, mais enfin, pour l'instant, ça me paraît encore un peu compliqué. Et dernier point, tu as évoqué la question du Qatar, ou en tout cas l'implication du Qatar qui est fondamentale à l'heure actuelle. C'est vrai que dans la zone moyenne-orientale, les alliances sont totalement recomposées. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus le rôle de l'Arabie saoudite du point de vue des équilibres géopolitiques. Parce que s'il y a un État palestinien qui va se constituer, ça va se faire grâce aussi à l'Arabie saoudite. Rien ne pourra se faire sans l'Arabie saoudite. Et donc, dans l'équation, il y a évidemment l'Iran et la question d'une éventuelle opposition encore plus musclée. Peut-être qu'on y reviendra dans la discussion tout à l'heure. Mais il y a aussi le rôle, à mon avis, clé de l'Arabie saoudite dans l'éclosion d'un État palestinien viable. Christophe, parce que je voudrais intervenir sur cette hypothèse-là qui revient, mais depuis 20 ans, c'est pas simplement depuis 7 octobre, sur le nain diplomatique, sur la division, etc. Bien sûr qu'il y a de cela, mais je voudrais proposer une autre hypothèse. Et ça pourrait expliquer aussi l'attitude de Biden. Je crois que la difficulté de l'Union européenne, et notamment de la France, de la Grande-Bretagne, voilà, l'Italie, des pays qui comptent. Hein. On met de côté la Hongrie, leurs relations privilégiées avec Netanyahou, etc. Je pense que la vraie difficulté, et y compris pour Biden, c'est que je pense qu'ils sont de tout cœur avec l'objectif de la guerre, de l'éradication du Hamas. Ils savent bien qu'un Moyen-Orient débarrassé du Hamas, ensuite on peut venir presque imposer à Israël une négociation et une solution à 2 États confédérale, etc., rénovée. Alors que dans le contexte actuel, et c'est, je crois,
C'est pour ça que cette situation, elle est compliquée. Ce n'est pas simplement une sorte de tradition européenne qui a du mal à trouver sa voie. C'est que si, à l'issue de ces combats, le Hamas est maintenu, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Sur quelle base? Qui convaincra-t-on en Israël? Parce qu'on le veuille ou non, ils sont partenaires de cette future négociation, où il n'y a pas de négociation. Et que ce soit Netanyahou, que ce soit une alternance. Et je crois que c'est ça le piège dans lequel on est. Je veux dire, je pense Biden, il n'est pas indifférent ni à la catastrophe humanitaire, ni à la famine, ni au peuple palestinien. Simplement, il aurait souhaité que l'éradication du Hamas se fasse plus vite. Elle ne se fait pas plus vite, donc vraisemblablement, il faut arrêter la guerre. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait politiquement une fois qu'on a arrêté la guerre et que le Hamas se maintient? Alors, c'est bien joli, enfin, c'est très bien de réclamer le cessez-le-feu, mais ça veut dire que le Hamas se maintient. Et donc, militairement, enfin, humanitairement, sur le plan humanitaire, très bien, on a arrêté les dégâts, et je comprends que c'est capital, mais politiquement, on n'a pas résolu la situation. Et je crois que c'est ça que démontre l'incapacité ou la difficulté de ce côté balancement des différentes diplomaties des pays européens qui comptent. Parce que, voilà, soit c'est l'humanitaire qui l'emporte et on dit, bah oui, non, il faut que ça s'arrête parce que c'est plus possible. Mais si on s'arrête, le Hamas est là. Et donc, parce que rappelez-vous, en 82, c'était l'évacuation d'Arafat. Bon, bah alors, tout le monde, là, il n'y a pas évacuation du Hamas. On va des chefs du Hamas. Et donc, dans ce contexte-là, personne, tout le monde veut l'arrêt des combats, et tant mieux parce que ça mettra fin à l'hécatombe et au carnage. Mais après, on se retrouve avec une situation politique qui est insoluble. Et là, on est sur du statu quo à long terme. Oui, ça me rappelle le fait que beaucoup d'Occidentaux ont fermé les yeux lorsque les Sri Lankais ont éradiqué les tigres en pensant que il fallait en passer par là. Mais tu évoques Netanyahou ou n'importe qui d'autre, comme si l'identité du Premier ministre israélien, finalement, dans une situation comme celle d'aujourd'hui, importait assez peu. Est-ce qu'on peut néanmoins se dire qu'aujourd'hui, à Washington, on aimerait bien quelqu'un d'autre? Et si oui, qui? Oui, c'est certain. Et d'abord, avant que Biden le souhaite, c'est les Israéliens qui le souhaitent. Et attention, et ça, il faut le comprendre, pas tellement dans la conduite de la guerre, mais dans ce que j'appelais, dans une chronique publiée aujourd'hui dans Le Monde, l'opposition entre le contrat social et la raison d'État. Le contrat social, c'est on doit protéger nos citoyens, et donc avant toute guerre, ou pendant la guerre, c'est d'abord la négociation avec le Hamas qui doit être la priorité. Et la raison d'État, c'est oui, mais négocier avec le Hamas, c'est pas une bonne chose. Et si on doit sacrifier les otages pour cela, dont on pense effectivement qu'il en reste plus beaucoup, l'objectif de guerre l'emporte. Et la division, et ça, là, c'est extrêmement intéressant d'étudier cela au niveau de l'opinion publique, c'est vraiment deux conceptions différentes. Contrat social ou raison d'État. Et c'est là où l'alternance Eisenkot, Benny Gantz, eux, sont clairement du côté du contrat social, c'est-à-dire la priorité, c'est la négociation pour libérer les otages. Là où Netanyahou, alors le Hamas l'aide beaucoup, puisque vraisemblablement c'est le Hamas qui a rejeté la dernière proposition. Alors, est-ce que ça veut dire que l'identité? Non, l'identité, bien sûr, elle a de l'importance. Je disais qu'elle avait moins d'importance si le Hamas se maintient. S'il est toujours un acteur, là, la liberté de manœuvre d'un autre Premier ministre que Netanyahou, elle sera elle sera plus limitée. Je serais presque tenté de dire, moi qui aime le goût des paradoxes, que Netanyahou a besoin que le Hamas se maintienne, là où l'opposition a besoin qu'il soit, alors, sinon disparaisse, mais qu'il soit politiquement, diplomatiquement marginalisé, évincé. D'accord. Alors, il nous reste peu de temps et Julia va devoir nous quitter à 18h30 précise. Deux questions pour elle dans le chat. Victoire Reboul, pour commencer. Un grand merci à tous pour cette discussion passionnante. Les dynamiques positives de l'ONU étaient très intéressantes. C'est ce que cette fois-ci disait Frédéric. Mais serait-il possible de développer également davantage le malaise du multilatéralisme
et quelles en seront les conséquences futures? C'est une question pour Frédéric davantage. Celle qui est pour Julia, c'est la suivante. Et elle est d'un auditeur anonyme. Est-ce qu'une procédure pénale contre les responsables du Hamas pourrait être un remède plus raisonnable, la Palestine ayant donné compétence à la CPI? Alors, je commence comme ça, si je dois partir, Oui, bien sûr. en train de discuter, j'aurais répondu aux questions, je ne me serais pas défilée. Et si c'est le cas et que je dois partir avant que vous ayez fini, j'en profite maintenant pour vous remercier beaucoup pour cette riche discussion à laquelle j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à participer. Alors, je ne sais pas ce qu'on veut dire par est-ce que ça pourrait être un remède plus raisonnable? Alors, je pense que oui, régler ces différends devant les tribunaux, c'est toujours plus raisonnable que de les régler par la force. Alors, effectivement, là, il faut bien comprendre que donc, la Cour pénale internationale est compétente pour la situation qui se déroule en ce moment dans le territoire palestinien occupé, et elle l'est depuis, là aussi, depuis longtemps. Il y a eu des mandats d'arrêt, il y a eu, non pas des mandats d'arrêt, mais une enquête qui a été ouverte. Je crois que la situation, c'est 2019, et puis ensuite, c'est 2021 qu'il y a véritablement une enquête. Et il ne s'est pas passé grand-chose jusqu'au 7 octobre, où là, tout à coup, le procureur de la Cour pénale internationale s'est montré, n'a pas pu rentrer sur la bande de Gaza, mais est allé à Rafah, et je pense s'est rendu à plusieurs reprises. Et la Cour pénale internationale, elle est compétente à l'égard de tous les acteurs dans ce conflit. Donc, elle est compétente pour regarder les agissements d'Israël, mais aussi les agissements du Hamas ou de tout autre groupe armé qui est partie prenante dans la situation. Et ça, alors là, je vais faire un parallèle avec l'Ukraine. De la même manière, la Cour pénale internationale est compétente pour les faits qui se déroulent en ce moment sur le territoire de l'Ukraine, non seulement à l'égard de la Russie, mais aussi à l'égard des Ukrainiens. Donc, c'est vraiment des enquêtes qui regardent les agissements de toutes les parties au conflit, de toutes les parties prenantes du conflit. Et je vais laisser évidemment Frédéric Ramel répondre sur la question du multilatéralisme, mais j'en profite puisque j'ai la parole parce que c'est un point, premièrement, quand vous m'avez invité à cette discussion, et puis ensuite en vous écoutant sur l'éventuel malaise du multilatéralisme. Mais moi, le débat qu'on a aujourd'hui, je trouve que si on le resitue dans d'autres grands conflits ou dans d'autres crises majeures, je ne sais pas où il se situe le malaise du multilatéralisme, parce que si aujourd'hui le multilatéralisme n'a pas empêché la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la bande de Gaza, ne parvient pas à imposer un cessez-le-feu pour faire cesser les violations qui sont commises et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une famine qui se déroule sur la bande de Gaza. Mais le multilatéralisme, il n'avait pas non plus empêché en 1994 le génocide des Tutsis au Rwanda. Le multilatéralisme, il n'a pas empêché plus de 6 millions de morts depuis 1994 dans la République démocratique du Congo. Le multilatéralisme, il n'a pas empêché l'acquisition par la force du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan. Donc, je pourrais continuer comme ça. Simplement, aujourd'hui, on considère que le multilatéralisme est en crise face à cette situation et pas face à d'autres. Et d'une certaine manière, il y a un deux poids, deux mesures que, bien entendu, je comprends. Et on le voit avec le débat que vous avez sur les États-Unis et l'impact qu'a la situation sur la politique aux États-Unis, par exemple, qui n'est pas le cas pour la République démocratique du Congo. Mais je crois que voilà, cette remise en perspective aussi de qu'est-ce que c'est le multilatéralisme, avant de déclarer qu'il y a un malaise ou avant de déclarer qu'il ne sert plus à rien, ben, je trouve qu'il faut voilà, sortir un peu de la situation et regarder ça avec un peu plus de distance. Merci beaucoup. Merci à vous, Julia, d'avoir contribué à notre réflexion. Et si vous devez nous quitter maintenant, bien on le regrette, mais on le comprend. Et on donne le mot de la fin à Frédéric. Alors, pas le mot de la fin, mais je vais saisir la perche lancée par Julia pour justement prolonger de ce qu'elle vient de dire, parce que je suis complètement d'accord. En apportant peut-être 3 points d'éclairage complémentaires. Le premier, quand on parle de malaise du multilatéralisme, un des aspects tient au rapport qu'ont à l'heure actuelle les États, mais aussi les acteurs transnationaux à l'égard du droit. Le droit positif, le droit écrit, on s'assoit dessus, en fait. Et puis, à côté de cela, enfin, le cas de la Russie avec cette déformation totale de l'article 51 et de l'usage de la légitime défense au profit de territoires qui ne sont pas des États, des États souverains en est l'une des illustrations. Hein. On s'assoit complètement sur le droit positif et on a une certaine tendance à préférer le droit mou qui engage moins, y compris d'ailleurs sur les questions environnementales, hein, sur lesquelles on est moins en position d'être sanctionné. Donc ça, c'est un aspect de ce malaise.
Et deuxième point, ce qu'il faut aussi mentionner, c'est que ce malaise n'a pas forcément, Julia a mis en avant la question des zones de conflit actuelles sur lesquelles on n'a pas autant de jugements négatifs, puisqu'en fait, il y a une forme d'invisibilisation de ces conflits, mais on a tendance à mettre tout dans un même panier. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui au Conseil de sécurité, ce n'est pas ce qui se passe à l'OMC. La crise de l'OMC, qui est aussi une crise du multilatéralisme, c'est une crise liée au fait que, et d'ailleurs Trump a été assez malin en ne nommant pas des juges à l'organe de règlement des différends, c'est de mettre l'accent sur le fait que, au contraire, le multilatéralisme, on demande trop à travers un contrôle beaucoup plus étroit des politiques commerciales des États. C'est pas du tout la même chose qu'une crise de consensus au sein du Conseil de sécurité. Ce qui se passe aussi dans la Commission des droits de l'homme, Commission de codification du droit international, on se dit qu'il y a une crise, mais en fait, c'est une évolution du droit où, en effet, un certain nombre d'autres traditions juridiques cherchent en effet à se faire reconnaître et à travailler à une codification qui serait peut-être à trouver en commun avec la tradition occidentale. Donc, la crise des uns est en fait la crise des autres, ou la reconnaissance des autres, plus précisément. Donc, je pense qu'il y a dans ce malaise, il faut être assez prudent, avec l'idée aussi que malaise ou crise, la crise, elle peut être aussi appréhendée en termes positifs. Ça peut être aussi une crise de croissance. Si on replace cela dans l'histoire longue de l'humanité, finalement, les Nations Unies ou le multilatéralisme, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a même pas 2 siècles. Donc, évidemment, la demande et la quête de paix est fondamentale, mais rapporté aux millénaires qui nous ont précédés, c'est aussi un élément à prendre en considération du point de vue du rapport au multilatéralisme. Et enfin, pour conclure, sur les causes de ce qu'on peut envisager comme le malaise du multilatéralisme, il y a une première cause qui est de dire il n'y a pas d'hégémonie. Il n'y a pas une puissance hégémonique à l'heure actuelle. On le voit bien avec le cas américain aujourd'hui par rapport à ces deux conflits que nous avons évoqués, en particulier Gaza. Il n'y a pas un hégémone qui vient imposer sa solution à tous. Ça, c'est une première explication. On serait dans une crise de la transition systémique dans le système donc international, parce qu'on n'a pas encore identifié cet acteur étatique. Une deuxième raison, elle tient au fait qu'il y a une saturation aujourd'hui d'arènes et qu'on n'y comprend plus rien, c'est multilatéralisme brouillon, et il n'y a plus de cohérence d'ensemble. Et d'ailleurs, les États utilisent cela, ils font un peu leur shopping, et finalement, tout cela se fait au détriment des institutions existantes. On invente des forats nouveaux pour répondre à des enjeux sans utiliser les institutions existantes. Et enfin, le dernier point, parmi les derniers points, et je pense que c'est assez important, en fait, ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est donc une pratique diplomatique qui commence à 3, qui peut être plus ou moins institutionnalisée, c'est-à-dire avec une organisation intergouvernementale créée ou pas. D'un côté l'ONU, de l'autre côté le G20. Le G20, ce n'est pas une organisation intergouvernementale, mais comment ça fonctionne et sur quoi ça tient finalement? Ça tient sur des puissances moyennes démocratiques. On pourrait dire que d'ailleurs, il y a un parallèle que j'aime beaucoup, que Guillaume Devin, notre collègue à tous en France, les spécialistes de relations internationales connaissent bien. Il compare l'évolution des sociétés démocratiques avec la présence d'une bourgeoisie qui a permis l'éclosion de la critique de l'Ancien Régime et l'éclosion de la démocratie. Et il voit en fait une affinité entre justement la pratique multilatérale et la pratique démocratique, la recherche du compromis, la recherche du dialogue, l'écoute. Or, ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur des démocraties, celles-ci, eh bien, elles sont de plus en plus affectées, y compris dans la civilité, c'est-à-dire qu'on ne respecte même plus l'autre parce qu'il n'a pas la même opinion que nous. Et donc, ces incivilités sont extrêmement préoccupantes parce qu'elles affectent la civilité dans l'espace public. Et cet effritement de la démocratie à l'intérieur des sociétés, eh bien, il rebondit sur ce qui se passe à l'échelle du multilatéralisme. Et donc, cette absence d'écoute, absence de civilité, affecte aussi le multilatéralisme. Et en effet, le multilatéralisme, il tient parce que des puissances moyennes s'investissent dedans et elles partagent un certain nombre de valeurs. Les grandes puissances, elles s'en servent généralement plutôt pour légitimer leur action. Mais sans ces puissances moyennes démocratiques, le multilatéralisme s'étiole. Or,
voilà, vous savez tous comme moi, les démocraties sont aujourd'hui dans une phase d'affaiblissement, d'essoulement, de mouvement d'illibéralisation, d'affectation de l'état de droit. Ça rebondit en fait sur le fonctionnement du multilatéralisme. Et pour moi, c'est peut-être le facteur le plus prépondérant et le plus préoccupant en fait. Merci Frédéric de monter en généralité pour conclure cette heure et demie, un peu plus maintenant que nous avons passé ensemble. Le point d'entrée, c'était et ça reste la crise à Gaza, mais effectivement, cette crise nous amène à revisiter la façon dont la communauté internationale se structure, se restructure. Et évidemment, ce sont des thèmes que nous continuerons d'aborder dans les webinaires de la FSP et pas que dans les webinaires de la FSP, notamment au congrès de la FSP qui se tiendra à Grenoble au mois de juillet prochain. Merci à vous tous parce que nous avons vraiment beaucoup appris grâce à vous et nous ferons en sorte que l'enregistrement de ce webinaire circule car il peut continuer à apprendre beaucoup à nombre de nos collègues et pas que collègues étudiants et autres. Merci encore et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir.